Bonsoir à tous et bienvenue dans le Sec Hebdo du 11 août 2020. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mi. Salut Mi. Bonsoir. Et c'est tout. Aujourd'hui, petit comptoir sécu Sec Hebdo intimiste qui sera peut-être un peu plus court que d'ordinaire, mais on a quelques news quand même. Et surtout, on a un bon gros corner vuln. Patch Tuesday oblige. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? On va parler de Intel qui a eu une grosse fuite de données et des conséquences que cela peut avoir sur la sécurité dans les années à venir, enfin déjà les mois à venir. De la Chine qui bloque les sites utilisant le TLS3, et on va essayer d'expliquer un peu pourquoi. Le fameux corner vuln et une découverte de la semaine. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir. C'est parti. Et je laisse Mi ouvrir le bal avec la fuite de données chez Intel. Yep, Intel qui avait des données secrètes, qui sont plus secrètes, hein, parce qu'elles ont été publiées sur un chan Telegram. Alors exactement, c'est le lien qui a été publié sur le chan Telegram. Le chan, c'est pas l'auteur du leak en lui-même. C'est un chan qui est dédié à la publication d'informations confidentielles, enfin anciennement confidentielles du coup une fois qu'elles sont publiées. Par rapport à ça, du coup, ils ont publié 22 ou 23 gigas, je ne veux pas dire de bêtises, c'est quelque chose comme ça. Il y a pas Oui, mal j'ai de vu 20 choses. gigas passer, moi, mais ouais. 20 gigas passés. Bon, voilà, 20 gigas. Arrondissons à 20. Allez, Euh, on fait le lot pour 20 gigas. des marchands de tapis, ces gens. Et du coup, il y a quand même 2-3 trucs intéressants dedans, quoi. Il faut savoir que c'est la première partie. Il annonce plusieurs parties déjà, la personne qui leak par rapport aux informations que lui a donné sa source. Ça serait des informations qui auraient été tapées début de cette année. C'est des informations qui sont quand même assez récentes. On est sur des informations qui concernent les dernières architectures des processeurs, mais pas que. Il y a aussi d'autres versions de proc qui ont été leakées en même temps. Il y a pas mal d'informations sur la génération Kaby Lake. Euh, il y a beaucoup d'informations sur Intel ME. Je pense qu'ils ont tout dumpé ce qu'il y avait chez Intel ME. Donc Intel ME, c'est le management engine chez Intel. Il vous permet de faire différentes opérations. Et il y a une rumeur qui est sortie suite à la première diffusion des leaks, comme quoi il y aurait une backdoor dans Intel ME parce que la personne a fait une recherche dans le source code qui a été publié, et a cherché le mot backdoor et il a trouvé des occurrences. Voilà. Bon, euh, c'est peut-être le cas, c'est peut-être pas le cas. Ça sera vérifié après avec les gens qui vont utiliser ces informations-là. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que ça va permettre à des personnes bien intentionnées, nous allons parler que des gens bien intentionnés ce soir, les chercheurs dans les vulnes des processeurs, etc., d'avoir plus d'informations. Il y a des outils internes normalement qui sont accessibles aux chercheurs, mais il y a aussi des informations qui, je pense, ne sont pas accessibles même si tu passes en recherche, notamment sur tout ce qui va être firmware de manière désobfusquée. Donc il y a des trucs vraiment, vraiment assez intéressants dedans. Il y a aussi tout ce qui va être documents sur des analyses ou des fonctions ou des documentations de fonctions, des documentations sur des fonctions ou des possibilités cachées qui ne sont pas encore publiques. Il y a vraiment pas mal de documentation là-dessus. Voilà pour Intel, donc le lien, je crois qu'il est toujours dispo, mais Et du coup, pour le moment, globalement, enfin, comment dire, oui. je sais plus où est-ce que j'ai vu un tweet qui blaguait sur le fait que vous devriez chercher Control F backdoor ou de bêtises dans les source codes qui ont Ouais, été leakés. Mais... c'est ce qu'il a fait. C'était pas une blague, hein, ils l'ont vraiment cherché et c'est ce qu'ils ont trouvé, hein. D'accord, donc c'était pas une. Ok. Il a fait la recherche dedans, quoi. Mais après, Ouais. backdoor, ça veut tout dire et rien dire. Oui, voilà, c'est ça. C'est que ça peut. Enfin, comment dire, c'est pas forcément un Ouais. complot avec la NSA ou que sais-je. Ça peut être des.
Bon, backdoor après, le interne qu'ils nom, ont. si c'est des structures de code qui datent de X années, parce que bon, Intel, ils ont des structures de code qui datent quand même de très longtemps, mais c'est pas étonnant si ça date de quelques années. Après, si ça date de ces 5 ou 6 dernières années, bon, appeler une backdoor quelque chose chez eux aujourd'hui, Pas très malin. voilà, un, c'est pas très malin, et deux, bon, ben, c'est bon pour se faire prendre un shitstorm dans la gueule, quoi. Donc, Ouais. Sachant que ça va pas très bien pour Intel en ce moment déjà, parce que la semaine dernière, ils ont 40 décroché en milliards, bourse. hein. Hmm. 48 milliards ou 40,8 milliards, je sais plus. Ça fait mal, hein. 48 milliards de quoi? Bah, de valorisation boursière. Oui, voilà. De... Ils ont pas mal décroché. Alors, c'était pas lié à ça, hein, c'était lié au fait qu'ils avaient encore des retards sur leur nouvelle architecture en. C'est quoi? C'est en 6 nanomètres? Ouais, je sais plus la finesse de gravure, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Ils sont en retard et ils envisagent de passer sous le seuil des 80% fait chez Intel. Et c'est un seuil qui est assez symbolique chez eux, et du coup, il y a eu de grosses comment dire, répercussions dessus, et il y a aussi des répercussions sur les stocks de chez AMD. Après, on est quand même dans un contexte assez compliqué. Bon, je voulais en parler après, mais comme tu proposes via ça, il y a quand même un contexte sur toute la partie des semi-conducteurs en ce moment qui est assez particulier, quoi. Que ça soit du côté des USA où ils ont banni H-Silicon, et du coup, bah, il y a un fournisseur mondial qui a des problèmes et qui annonce des pertes pour septembre au niveau de son impossibilité de fabriquer des téléphones. C'est quand même assez important. Intel qui se casse la figure par rapport, bah, pour l'instant c'est dit Covid, et sur le fait qu'ils ont des retards sur leur finesse de gravure, et bah, du coup maintenant un leak qui apparaît au moment où bah, ils auraient pu tirer leur épingle du jeu. Pour l'instant, il n'y a que AMD qui s'en sort pas trop mal, quoi, dans l'idée, sur les trois plus gros, quoi. Ah oui, avec des provisions d'achat d'armes de la part de Nvidia de mémoire aussi. Ouais. Donc ça a peut-être un peu changé aussi Ah, l'équilibre en place. ouais, après, c'était un gros géant, mais bon, quand on est en bourse, tout peut se casser la gueule rapidement, quoi. Donc, à surveiller. Voilà, très bien. Bah, du coup, sous transition, je vais passer sur TLS 1.3, ou en tout cas enfin, les bienfaits, on les connaît. Maintenant, bah, forcément, ça fait peur à certaines personnes. Donc, c'est une activité, je trouve que ça date de quand ça? Oui, c'est quelques jours, et ça date d'une semaine, parce que ça fait une semaine maintenant que le grand pare-feu chinois bloque tous les sites qui utilisent TLS 1.3 avec ESNI. Donc, ESNI, ça veut dire Encrypted Server Name Indication. Donc, c'est finalement le hostname, la destination de votre requête HTTPS, qui, bah, dans le passé en TLS, votre trafic avait beau être chiffré, eh bien avec le SNI, on pouvait savoir sur quel domaine vous allez taper, qui maintenant, du coup, avec cette nouvelle approche, permet de chiffrer également cette partie-là des entêtes, et du coup, bah, de ne pas permettre, en tout cas pas facilement, pour ben, un État qui veut faire de la surveillance, ou une entreprise qui veut aussi monitorer le flux HTTPS qui sort de cette information, de savoir finalement où ça va. Et donc, depuis maintenant ouais, à peu près une semaine, c'est bloqué systématiquement du côté de la Chine. Alors bon, on pourrait se dire après tout, bah, qu'est-ce qu'on en a à faire? On n'est pas basé en Chine pour la majorité d'entre nous. Le fait est que moi, je m'inquiète un petit peu de l'impact que ça aura sur l'adoption du protocole au niveau des grosses boîtes, dont celles qui ont potentiellement enfin, qui ont des prétentions sur le marché chinois. Est-ce que du coup, ça va Euh, pas Ouais, je suis pas tout à fait sur ce même truc. Je pense que déjà, quand tu as le marché chinois en 2020 dans ton entreprise, tu traites ça d'une manière, on va dire, pas séparée, mais forcément segmenté, tu veux dire? voilà, forcément segmentée, ou du moins tu as plus d'égards au niveau de ta sécurité de ce côté-là, quoi. Parce que tu sais que via le firewall, bah, potentiellement tes VPN ils fonctionnent pas, que ton 2FA il peut merder, enfin. Il y a pas C'est pas mal faux. de problèmes quand même. C'est vrai. Et du coup, en fait, bah, juste, alors, entre guillemets, j'ai lu ça en parallèle, je me suis dit qu'il y a potentiellement un lien. Euh, à la DEFCON, il y a une présentation d'une technique
qui s'appelle le domain hiding, avec un tool qui s'appelle Noctilucent, qui justement permet de l'exploiter de manière facilitée, en tout cas semi-automatisée, et qui justement se base sur ESNI, et qui cherche à remplacer le défunt domain fronting. Alors, alors quand domain fronting, alors je suis vraiment pas calé sur le domaine, mais de ce que j'en avais compris, c'est que c'était une façon de cacher la destination réelle d'un utilisateur, par exemple, pour contourner la censure ou le blocage d'un service. Ça, notamment, ça avait pas mal fait de bruit à l'époque où la Russie avait essayé de bloquer Telegram. Et donc Telegram s'était servi de domaine fronting auprès d'Amazon avec AWS. Et donc le principe, c'est que le client semble chercher à se connecter sur un domaine quelconque hébergé chez AWS, et qui du coup, donc avec des requêtes qui tapent sur le CDN de AWS. Sauf que dans les faits, l'entête HTTP, donc, qui est du coup chiffrée parce que c'est un HTTPS, elle ne pointe pas vers le site anodin en question, mais pointe vers la véritable infrastructure que veut le client et qui est bloquée potentiellement dans certains pays, donc à savoir Telegram. Donc par exemple, je sais pas moi, je vais dire ça au pif, mais imaginons que la requête semble vouloir aller sur le site Amazon, enfin la boutique, et ça tape dans du coup le CDN d'AWS, et en fait dans l'entête ça allait vers l'infrastructure Telegram, et du coup vous pouvez communiquer avec Telegram sans que la personne qui est sur le milieu et qui essaie de faire son filtrage ne se rende compte. J'ai dit défunt parce que c'est pas que ça marche plus, c'est encore entre guillemets possible, c'est juste que quasiment toutes les grosses infrastructures internet depuis l'ont bloqué. Cloudflare l'a bloqué très en amont, Google, comment ça s'appelle leur infrastructure Google Cloud l'avait également bloqué, et AWS, justement suite à tout le problème qu'il y avait eu avec Telegram et la Russie, l'avait bloqué parce qu'en fait la Russie, en réponse au domaine fronting, avait bloqué des ranges d'IP à bras raccourcis, et ça avait bloqué du coup des centaines de sites légitimes, dont des sites d'institutions financières, etc., qui étaient en fait hébergés ou qui passaient par le même CDN que Telegram. Et donc ça avait fait un sacré foin, et du coup Amazon avait rétorqué que de toute façon c'était à l'encontre de leurs termes utilisateurs, et que du coup ils bannissaient la pratique. J'imagine que du coup maintenant ils détectent au niveau du CDN si jamais l'entête correspond pas à ce qu'il y avait dans le package TP correspond pas à ce qu'il y avait dans l'entête TLS, et du coup simplement ne fait pas la redirection comme il le faisait auparavant. Et donc domain hiding, alors je n'ai pas vu la vidéo de la DEFCON, donc j'ai vraiment pas le détail, j'ai juste de ce que j'ai compris de l'article qu'il résumait, c'est un peu le même principe, sauf que ça se base maintenant sur le mécanisme de SNI chiffré, donc de LS 1.3, et qu'il n'y a plus besoin d'avoir toute son infrastructure hébergée au même endroit que le site qu'on utilise comme entre guillemets, comme façade. Il faut simplement héberger ses DNS au même endroit. Et donc en l'occurrence, pour sa démonstration, il sert de Cloudflare qui, de nos jours, est en front d'un nombre de sites absolument gigantesque. Donc, entre guillemets, les choix possibles sur lesquels se reposer pour faire le domaine de façade sont légion. Et du coup, on a une approche très similaire où le client semble faire une requête pour le site Tartampion, et en fait, en vérité, dans le SNI qui est chiffré et même l'entête en HTTP, en fait, ça va vers le site qui est bloqué. Et en l'occurrence, apparemment, on peut même du coup aussi mettre les bouchées doubles et avoir un SNI et un ESNI. Donc du coup, avoir une destination en clair qui est fausse et une destination chiffrée qui est la vraie et qui n'est pas la même. Et du coup, potentiellement, selon le blocage, comment il est fait, le censeur peut réellement croire que vous allez sur le site en question, parce que si jamais ils analysent avec le SNI, ils verront que ça va sur Tartampion et non pas sur le site bloqué. Voilà. Sachant qu'à l'heure actuelle, ils servent de Cloudflare, et que Cloudflare avait été un des premiers à bloquer le domaine fronting à l'époque, je ne serais pas étonné que ça reste pas longtemps. Parce que je me dis que de toute façon, si jamais Cloudflare a les moyens à son niveau de déchiffrer l'entête pour savoir où t'envoyer le paquet, c'est qu'il a moyen de voir que t'envoies pas au même endroit. Donc je vois pas ce qui empêche. Peut-être que si j'ai raté un point technique et que certains ont vu la vidéo, n'hésitez pas à nous le signaler sur le Discord, mais je vois pas en quoi Cloudflare ne pourrait pas faire la même approche, et du coup détecter la technique et simplement ignorer la requête et ne pas faire le travail de triage qui est attendu du domain hiding. Donc
Après, est-ce qu'il y a un lien direct entre cette nouvelle conférence, enfin cette nouvelle présentation à la DEFCON et le changement récent de la Chine sur le blocage du TLS 1.3 de manière radicale? Je sais pas. Mais en tout cas, les deux se marient assez bien. Ouais, après, il y a quand même aussi, on va dire, une espèce de lame de fond où on commence à aller sur. Bon, alors, c'est pas du tout technique, hein, mais plus sur ce qu'on a pu observer récemment. On commence à avoir une espèce de division Russie-Chine d'un côté, et puis les US qui veulent aussi, de leur côté, étendre ce qu'ils ont appelé leur clean Internet à travers des partenariats, etc. Enfin, ça a l'air d'être un peu. Je ne vais pas dire que sous fond de guerre économique froide, et encore, j'aime pas le terme de guerre froide, parce qu'on n'est pas vraiment sur deux duopoles, mais enfin, on est sur une espèce de guerre où il n'y a pas vraiment de guerre, à part le côté économique, etc. Et au final, bah, ceux qui sont au milieu, ils vont payer, quoi. C'est les utilisateurs, les entreprises. Et je pense qu'on va vers une espèce de deuxième système, quoi. Avant, c'était assez, on va dire, isolé avec le grand firewall, mais je pense qu'on va aller sur peut-être plus d'isolation. Et Et c'est pas forcément bon pour le marché, parce que ça veut dire que si tu veux attaquer un deuxième marché ailleurs, bah, il faudra que tu t'installes aussi de l'autre côté, quoi. on a un auditeur qui demande du coup, est-ce qu'on peut détourner ça pour bypasser un firewall ou un système de SIEM si on veut faire du phishing dans l'entreprise? Bah, j'ai envie de dire évidemment oui. Enfin, l'utilisation peut bien sûr être légitime entre guillemets pour des domaines, pour la liberté de la presse, je ne sais quoi, qui cherchent à contourner la censure, mais ça peut bien sûr être utilisé par des attaquants pour masquer la destination réelle de leur trafic. Je crois d'ailleurs que l'article le mentionnait sur la fin que évidemment ça peut être utilisé pour notamment justement un malware pour cacher son C2. Je sais pas pourquoi tu pourrais pas du coup utiliser ça pour faire passer ton trafic pour un trafic légitime auprès de tes systèmes de protection d'entreprise, effectivement, oui. Enfin, Ah, c'est c'est les mêmes intéressant ça. mécanismes. Je vais ajouter ça dans ma to-do list, moi. Bah, de toute façon, je sais pas d'ailleurs où ça en est, mais il y a pas mal d'entreprises pendant un moment qui disaient qu'ils allaient aussi bloquer notamment alors, comment ça s'appelle déjà? Le DOH, c'est ça? Ouais. Entre autres, justement, parce que ça leur cachait en visibilité et que enfin, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast, mais c'est là où on a une sorte d'hypocrisie, c'est-à-dire que généralement on a tendance à être bien sûr contre ce genre de filtrage au niveau étatique, mais quand on est responsable sécurité et qu'on fait ça en entreprise, on trouve ça totalement légitime. C'est un autre C'est pas scope. pareil. C'est pas pareil. Non, moi, je suis pas d'accord. Alors, Bah, on défend je nos suis pas intérêts d'accord. en assurant une visibilité totale sur le trafic qui est utilisé, en considérant que bah, le trafic nous appartient et que la personne qui est là, elle est là en tant qu'employée, Quand tu es en en tant que entreprise, subordonnée. oui. Quand tu es en entreprise, oui, il y a une subordination et tu signes les papiers qui sont nécessaires dans ta charte. Dans ta charte, c'est écrit bah, qu'effectivement, il y a de la mise en place d'interception SSL ou de rupture protocolaire ou ce que tu veux au milieu pour pouvoir voir le trafic. Mais Oui, oui. enfin, Je veux dire, d'un point de pour vue moi, ça philosophique, m'étonne voilà, pas ça en reste une entreprise, autorité hein. au-dessus qui cherche à garder le contrôle. Oui, mais l'appareil étatique, du coup, c'est sur un ensemble de populations. Et bah, après, ça, c'est de la politique. Oui, la population Politique de ton n'a pas choisi entreprise d'être par ici, alors que rapport. l'entreprise a choisi de participer avec cet employeur-là. Enfin, il y a des différences, je suis d'accord. Mais c'est juste qu'effectivement, Ouais, quand on même. parle des mêmes outils et entre guillemets, c'est des risques similaires et donc ça peut être utilisé bah, à bon escient comme à mauvais escient, bien entendu. Et De toute il façon, faut être certain que si jamais ça reste, ça sera utilisé à mauvais escient. Je veux dire, oui, mais de toute façon, c'est comme généralement, toutes les technologies, il y a le côté dual, hein. Tu auras toujours la technologie qui est utilisée à bon escient et la technologie qui sera utilisée à mauvais escient. La technologie, c'est quelque chose, après, c'est ce que tu en fais, hein. exactement. Et bien sur cette ouverture philosophique, je te laisse passer sur le vif du sujet, le concret de l'épisode, à savoir le corner vuln. Ah, oui, du coup, ce sera moins philosophique, hein, désolé. Ah oui, Euh, alors, où est-ce qu'on commence directement par ça? Non, on va commencer par du gentil. Adobe. Adobe qui a publié deux Security Advisory. Du coup, ça concerne le premier, hop, Adobe Acrobat et Acrobat Reader. Du coup, c'est la PSB 20-48. On est sur une priority 2, donc il n'y a pas une urgence de patcher, mais on a quand même des vulnérabilités qui sont quand même considérées.
comme assez importantes, certaines critiques. Donc on a de l'arbitre de l'ACE, du Privilege Escalation, Memory Leak. Est-ce qu'on a mieux? Ouais, on a encore de l'ACE à la fin. Il y a quand même pas mal d'ACE sur le reader. Et du coup, les mises à jour sont disponibles. Ça se fait rapidement. En général, il n'y a pas trop de problèmes de compatibilité. Donc je pense que c'est des matchs qui peuvent être faites assez facilement. Et derrière, Adobe Lightroom, qui est un outil d'Adobe particulier, donc c'est pas forcément quelque chose que vous allez avoir sur tous vos postes. Et donc là, c'est la PSB 2051. Et là, par contre, on est en Priority 3, donc c'est vous patcher quand vous avez le temps, vraiment. Et du coup, il n'y a qu'une vulnérabilité qui est classée en important, et c'est une privileged escalation. Voilà. Et à ce que je vois, c'est une insecure library loading, donc j'imagine que ça sent le bon DLL à Jack, comme on aime. Donc voilà pour Adobe. C'est bien, il n'y en a pas beaucoup cette année pour Adobe. Ils sont assez calmés. Ensuite, hop, bah du coup on va passer au plat de résistance. Le gros plat de résistance. Alors on va pas toutes les faire, hein. Je les ai pas compté combien il y en a de vulnes, mais il y en a, je sais pas, peut-être 120, 130, je sais pas. Je vais pas regarder au pif. Il y en a 17 qui sont critiques. Du coup, moi je me suis focus un petit peu plus sur les composants qui sont attaqués. Donc on va avoir, enfin avant d'avoir les composants, on va faire les deux qui sont exploités dans la nature actuellement. Du coup, la Windows Spoofing Vulnerability, la CVE 2020-1464, elle est publique, elle est exploitée. En severity, on est sur du important. Et la CVE 2020-1380, qui est dans le scripting engine. Donc du coup, c'est une corruption de mémoire. Elle est critique, elle n'est pas publique, mais par contre, elle est exploitée. Ça, c'est intéressant. Du coup, c'est une RCE, hein, la deuxième, la première, c'est juste du spoof. La première, du coup, donc la 2020-1464, celle-ci concerne le fait que Microsoft ne vérifie pas correctement les signatures de fichiers. J'ai pas encore récupéré le POC, donc je vais essayer de trouver ça, mais ça a l'air d'être quand même assez sympa. Et puis bon, effectivement, ça rappelle des vulnérabilités assez récentes où la signature n'était pas vérifiée correctement. Et du coup, hop, donc les composants qui sont ciblés par les RCE. Donc on va avoir Media Foundation, ensuite on a Microsoft Outlook. Du coup, la vulnérabilité qui affecte Outlook, donc la RCE en 2020 1483, elle est critique, notamment parce qu'elle affecte le preview pane. Donc c'est la vue de preview quand vous ouvrez Outlook. Et c'est pas tout le temps que ça passe la preview pane, donc c'est assez intéressant. Ensuite, vous avez des vulnérabilités dans le scripting engine, dans le Windows Codec Library, et Windows Media aussi. Alors celle-là est intéressante aussi. Dans Microsoft Edge, il y a une vulnérabilité RCE dans le PDF, lecteur de PDF de Microsoft Edge. Du coup, je pense que celle-ci elle peut être intéressante à exploiter. Donc il va falloir voir si ça sort rapidement ou pas. Parce que mine de rien, bah, Edge il commence à faire un peu sa place, hein. Une RCE dans le .NET Framework et dans le MS-HTML. Il y en a une qui n'est pas nommée pour l'instant, mais qui dessert quand même d'avoir un petit peu et qu'on en parle un peu. C'est la CVE 2020-1472. Donc en fait, elle n'est pas en RCE, elle est en élévation de privilège. Et pour l'instant, sur son CVSS score, on est sur un 8.8 et 7.9 en temporal. Donc 8.8 en base, hein, pardon. Mais il y a des choses qui sont dérangeantes dedans, donc je sais pas. Je pense qu'il va falloir revoir le score ou regarder de manière un peu plus sérieusement cette vulnérabilité. Alors le problème c'est qu'elle va pas être patchée en une seule fois.
Et alors ça, c'est le plus gros problème, je pense. En gros, la vulnérabilité permet à un attaquant non authentifié via un channel NetLogon, donc en utilisant la version à distance, donc c'est la MSNRPC, NetLogon Remote Protocol, voilà. Du coup, si vous exploitez la vulnérabilité, vous pouvez accéder du coup à un compte avec des privilèges administrateurs, ce qui est plutôt pas mal. Et notamment sur un DC, ben, du coup, ce qui nous précise du coup d'obtenir un compte avec domaine administrateur access. Voilà, tout ce qu'on aime. Microsoft n'arrive pas à patcher ça en une fois et du coup ça sera patché en 2 fois. Pour l'instant, le deuxième partie du patch elle est prévue en Q1 2021. Il faut regarder un peu plus en détail parce qu'il y a une FAQ qui est quand même assez fournie avec des liens sur comment modifier certains paramètres de votre Active Directory par Du, rapport du coup, c'est exploitable jusqu'en 2021? bah, Enfin, sauf Q1 si tu mets pas en place les 2021. Voilà. mitigations, quoi. Bon, ce qui est un peu une mauvaise nouvelle, c'est que ça n'a pas été trouvé par Microsoft, donc il y a potentiellement la chance que ça soit publié, quoi. Donc j'espère que la personne qui a trouvé la vulnérabilité va résister à la flemme de publier ça et va garder ça pour lui, parce que je pense qu'il doit y avoir quand même quelques devices qui exposent le MSN RPC sur Internet. Et puis, enfin, du coup, sur le CVSS Score, je sais pas pourquoi il est rate aussi low. Donc, à surveiller, quoi. Ça va sûrement changer, je pense, avec les retours des gens et tout, parce que ça me paraît quand même assez bas pour une vulnérabilité qui te permet quand même de récupérer domaine admin, quoi. Je sais pas. Je me pose la question, du moins pour l'instant. Il y a de la guidance Microsoft, hein, du coup, pour faire les modifications nécessaires pour atténuer le risque. Mais bon, attention à ça, hein. Et après, est-ce que chez P0 Initiative, ils ont mis des choses en plus qu'ils ont highlight spécifiquement? Non. Non. Ok. Bon, après, on vous laisse regarder le patch en entier. Il y a sûrement des choses que j'ai zappé dans ma review sommaire. Ensuite, on va parler d'une RCE V-Bulletin qui a été publiée sur Twitter, comme on aime. En un tweet, ça tient, donc c'est vous dire la simplicité de la chose. Donc, en gros, la RCE, c'est un bypass de la correction qui avait été faite en 2019 pour une autre vulnérabilité. Et du coup, c'est public. Et il y a déjà des gens qui ont mis en place un système pour checker des sites sur Internet. Ils vendent ça. Hop, j'ai dû mettre ça quelque part. C'est où? Doit être au début. Ouais, c'est ça. Du coup, ils ont mis à disposition un tool qui s'appelle Mascan, Exploiter Mascan. Et donc avec ça, vous pouvez voir directement la détection de votre version, si votre website est vulnérable ou pas. Et c'est vendu actuellement et ça supporte la dernière RCE qui a été publiée. C'est le bonheur. Ensuite, on va pas en parler très longtemps, mais on avait déjà parlé des vulnérabilités Crook à l'époque sur les chipsets. Tac, tac, tac. À l'époque, c'était lesquels? J'ai oublié. Je vais pas dire Qualcomm. C'est pas Qualcomm, c'était. Ah oui. Broadcom et Cypress, c'est ça, pour les chips Wi-Fi. Et du coup, ils ont pu confirmer que leurs trouvailles qui étaient sur Broadcom et Cypress, bah, elles sont aussi sur Qualcomm. Et le deuxième, j'ai oublié son nom, tac 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 tac, Mediatek. Donc en gros, vous avez les 4 plus gros fournisseurs de chipsets qui sont impactés par cette vulnérabilité. Bah, c'est plutôt sympa. Il faut savoir aussi que potentiellement il y en a d'autres. Et donc pour vous aider à détecter, EZ a mis à disposition son script pour pouvoir tester chez vous si vos devices sont vulnérables ou pas à Crook. Donc ben, on vous laisse regarder ça chez vous. Bon après, hein, c'est une vulnérabilité sur Wi-Fi Chips. Il va y en avoir plus d'une cette année, je pense.
Concernant la vulnérabilité F5, donc la CVE 2020 5902 de tête, il y a eu un article sur Bleeping Computer comme quoi la CVE est activement exploitée par un acteur iranien, si je ne m'abuse. Bon, bah, aujourd'hui, on est le 11-8, voilà, 2020. La vulnérabilité date du, si je dis pas de bêtises, a été publiée le 1er juillet, ça, mercredi. Le samedi matin, c'était déjà bien exploité par des cryptos, donc le 4 juillet. Là, si vous apprenez ça aujourd'hui, bah, vous faites une petite image de votre appliance, vous réinitialisez et puis vous réinstallez, hein, parce que là, à mon avis, vous n'aurez rien d'autre de mieux à faire que ça. Vous avez dû vous faire pourrir bien correctement, je pense. Et puis, bah, bien sûr, vous cherchez des traces de pénétration dans votre environnement parce qu'il y a des grandes chances que, du coup, vous ayez quelques problèmes à l'intérieur. Pour rappel, du coup, les patchs sont disponibles. Et attention à quelle version de mitigation vous aviez mis en place à l'époque, parce qu'il y en a eu plusieurs qui sont sortis. À ma connaissance, il y en a eu 3, peut-être même 4. Il faudrait que je vérifie. Parce qu'il y a eu une exploitation d'abord via le TMSH, ensuite via le HQLSDB, je crois, de tête, et l'API REST. Enfin bref, quand on a commencé à voir qu'ils modifiaient les mitigations toutes les 2 heures, enfin toutes les 2 heures, enfin toutes les 2 heures, ils trouvaient une nouvelle manière de le contourner. On a arrêté les mitigations et puis on a patché, quoi. Et je pense que c'est le meilleur conseil que vous pouvez avoir dans ce cas-là. Tac, tac, tac. Donc voilà. Est-ce qu'on a plus d'informations sur ce qu'ils ont mis pour les Iranian attackers? Est-ce qu'ils ont mis le groupe qu'ils ont notifié? Tac, tac, tac. Non, ils n'ont pas mis le groupe dans le. Ouais, je le vois pas. Ouais, après, j'ai passé rapidement. Donc, bah voilà, hein, sur les F5, hein, c'est quand même un peu tard, hein, si vous en prenez qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui a été release, mais il y a eu une pré-information fin de semaine dernière concernant Citrix Endpoint Management. Du coup, il y a pas mal de vulnes qui ont été publiées chez eux. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Les vulnes, indépendamment, ça fait pas grand chose, mais a priori, on peut les chaîner pour obtenir une RCE. Donc, du coup, je pense que ça va être quelque chose à regarder. Après, moi, je connais pas le produit Citrix Endpoint Management, donc je sais pas à quoi il sert. Je sais pas vous dire si c'est critique ou pas, mais bon, après, ça a pas l'air d'être des vulnérabilités d'enfant de cœur quand même, hein. Et puis, il faut se méfier, hein, parce que du coup, Citrix, ils ont tendance à downplay leurs vulnes. Donc moi ce que je vous conseille c'est de bien analyser vos vulnes et surtout de regarder aussi côté chercheur ce qui est publié parce qu'en général bah, quand ils voient qu'il y a d'autres vulnes qui sortent, elles en récupèrent et ils les chaînent et bah, ça peut faire des trucs sympas quoi. Tac 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 tac. J'ai mis quoi d'autre après? Ah oui, la partie, un papier publié sur les vulnérabilités des processeurs bas niveau, et du coup, ça concerne, euh, hop, je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est Intel, mais aussi AMD. Hop, moi je l'ai pas lu encore, hein, mais je connais les personnes qui ont publié, c'est des gens qui ont fait pas mal de publications sur les vulnérabilités bas niveau processeurs. Et de ce que j'en ai rapidement compris dans le résumé qu'on m'a envoyé, en gros, il y a des vulnérabilités side channel qui ont été publiées et en fait ces vulnérabilités-là, elles sont toutes dues à ce que eux ils ont trouvé. L'origine de ces vulnérabilités n'est pas en fait ce qui avait été annoncé au départ, mais il y a une origine un peu plus haute de ces vulnérabilités, c'est ce qui est détaillé dans ce papier. Mais j'ai pas encore eu le temps de le lire, donc si ça vous intéresse, bah, je vous encourage à le lire. En général, c'est des bons papiers. Après, bon, si vous pouvez éviter de commencer tout de suite à envoyer ça à vos responsables, parce que bon, c'est ce que vous allez recevoir sûrement, les vulnérabilités processeurs, vous avez d'autres choses à penser avant de patcher vos vulnérabilités processeurs. C'est joli, ça fait des bonnes headlines, etc. C'est très intéressant techniquement par rapport à l'inside de comment fonctionnent les procs et
ces types de vulnérabilités nous rappellent quand même qu'on a tout bâti sur des choses qu'on maîtrise toujours pas. Et c'est intéressant quand même au niveau technique. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Mais c'est pas des vulnérabilités qui ont été exploitées in the wild. Il y a tellement plus simple. Regardez ce qui a été exploité pour les dernières campagnes de ransomware. C'est le VPN, le Citrix et le troisième, les RDP exposés, quoi. Donc bon, les attaquants, ils ont autre chose à utiliser, quoi. On en a parlé ou pas de la vulnérabilité, Morgan, la CVE 2020-107-13? Ah, mais évidemment, je connais ça par cœur. J'en ai aucune idée, je suis désolé. Alors je sais plus du coup si on en a parlé ou pas. C'est une vulnérabilité Un doute, aussi ça me assez dit quelque chose. intéressante. Je mettrai le lien après, du coup je l'avais pas mis, mais j'y pense maintenant. Elle est intéressante techniquement et elle peut être intéressante en post-intrusion, mais elle va pas être intéressante en recon et en attaque directement, parce que c'est une vulnérabilité qui va vous permettre de déposer un rootkit. Donc en post-intrusion c'est intéressant, mais c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir vous mettre dans les dents à coup de RCE. Mais quand même, si vous en avez, moi je vous conseille de patcher parce que si vous prenez un rootkit dans cet endroit-là, c'est quand même assez problématique pour le sortir, quoi. Et puis là, vous avez, il y a que dalle, hein. Mais alors rien du tout. Donc sur ça, petite vulne sympathique quand même. Et ça a été publié par Eclipsium, je crois, de tête. Donc voilà pour les vulnes. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Morgan? Ah, pas pour le corner vue, non, mais par contre, effectivement, il y a une petite découverte de la semaine. Alors, qui va être une introduction légère parce que j'ai découvert l'outil en question ce soir, donc j'ai évidemment pas regardé en détail. Mais il y a Facebook qui a release en open source un outil qu'ils utilisent, enfin qu'ils ont développé en interne, qui s'appelle PISA. Et en fait, c'est un acronyme, ça veut dire Python Static Analyzer, et qui est finalement une surcouche à Pyre, qui était déjà leur outil de typage statique pour Python, pour faire de la revue de code, comme le nom l'indique. Ce qui est intéressant, c'est que donc c'est pas la première fois qu'ils réalisent un open source, un outil interne de revue de code. Ils avaient également fait ça avec Zoncolan, qui était pour Hack. Alors de mémoire, Hack, c'est leur version surchargée de PHP pour faire un typage plus fort et pas mal éviter pas mal d'écueils de développement de langage dynamique comme PHP. Euh, En l'occurrence, ce que je trouve intéressant, c'est que la façon dont ça fonctionne, c'est qu'ils définissent des sources de données et ce qu'ils appellent des sinks, enfin, EVA en français, j'imagine, qui sont en gros des destinations dans le code où les sources ne doivent pas arriver. Et en fait, avec cette méthodologie-là, ils arrivent à détecter des choses, par exemple, comme des RCE, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une entrée utilisateur finisse dans une fonction, par exemple, qui fait comment ça s'appelle c'est eval, par exemple, ou os.exec, ce genre de choses. Ou tu peux également avoir des techniques pour repérer de l'injection SQL avec il ne faut pas que telle source de données qui peut être un input utilisateur finisse dans une fonction, une injection, une fonction qui te crée ta requête SQL. Donc ça s'appelle PISA, on vous fournira le lien à côté. C'est fourni apparemment quand même relativement clé en main avec un tuto sur comment créer vos propres règles et ils fournissent également une partie de leurs règles en interne. Je dis bien une partie parce qu'en fait, de ce que je comprends, en fait, ils avaient beaucoup de règles. Enfin, vu que c'est un outil qui demande pas mal de tuning, il y a une grosse partie de leurs règles qui dépend en fait exclusivement comment dire, leur framework interne oui, enfin bref, de leur bibliothèque de fonctions. Et du coup, forcément, c'est pas utilisable pour Monsieur Tout le Monde. Mais a priori, ils ont déjà une bonne base avec leur outil pour pouvoir scanner des projets qui notamment servent de Django parce qu'en fait, derrière, Facebook possède Instagram, qui est fait quasiment intégralement en Python. Et donc, en fait, c'était une des premières raisons pour laquelle ils ont développé cet outil en interne. Voilà, donc pour les gens qui ont une codebase en Python, c'est intéressant, c'est toujours un outil de plus pour pouvoir faire de la vérification de code, sachant qu'ils ont annoncé dans leur article qu'ils avaient, enfin, à l'heure actuelle, plus de 40% des vulnérabilités découvertes dans leur code dues à de la revue de code est découverte via l'outil. C'est quand même pas rien. Ils entretiennent l'outil régulièrement, enfin le réglage grâce au bug bounty qu'ils reçoivent pour en fait en gros ils ont fait le choix de préférer avoir des faux positifs que des faux négatifs. Donc ils disent du coup enfin
faut avoir une certaine tolérance au fait que des fois ça habille pour rien. Mais donc ils cherchent toujours l'équilibre pour pas que ce soit non plus à un point où les gens coupent juste l'outil parce que c'est plus de bruit que de l'information. Mais surtout ne pas rater les vulnérabilités qui auraient été potentiellement été considérées comme saines par l'outil. Maintenant, ce que j'attends de voir, c'est si c'est un open source, je vais être méchant, mais je vais dire à la Google, certaines fois où ils nous sortent un outil et en fait il n'y a plus aucune mise à jour sur l'outil dans les années ou les mois à venir. Et du coup, souvent ils tombent en désuétude. Ou s'il y aura un vrai support, je pense notamment sur les règles qu'ils ont créées, si jamais, quand ils ont des améliorations au niveau de leur base de règles, si jamais ils les pousseront également auprès de la communauté, ou si finalement c'est on vous file le bébé à l'instant T et vous en faites ce que vous voulez. On verra bien. En tout cas, ce genre d'initiative est louable. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Très bien. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, que ce soit en live ou en différé. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode, a priori hein, dans 2 semaines, hein, ce qui est maintenant le nouveau rythme pour les secs hebdo. Alors c'est vrai que peut-être que le nom hebdo maintenant peut être un peu moqué, mais peu importe. Sur ce, il est temps de fermer le comptoir. À plus tard.